Je vous l'avais promis, et ben voilà, c'est aujourd'hui, je reçois mon premier invité qui vient nous parler de sa particularité physique, et il s'agit de Greg Romano. C'est Monsieur Romano. Monsieur Greg Romano. Voilà. Greg Romano est auteur, comédien, humoriste, stand-upper, youtubeur et membre de Golden Moustache. Bonjour Monsieur Greg Romano, alors quelle est ta particularité physique? Particularité physique, je suis grand. Ouais. J'ai les membres hyperlaxes. Ouais. J'ai les poumons opérés. J'ai le dos opéré. J'ai le cœur opéré. Et je me suis fait des fractures environ tous les doigts de la main. Fractures à l'entorse. Et les poignets aussi. Et les chevilles. Tout ça c'est lié à quoi? Ma maladie, qui est le syndrome de Marfan, qui joue sur l'hyperlaxité des membres. Et en fait, ça attaque plusieurs organes du corps, donc notamment le cœur, les poumons, le dos. Ça, c'est vraiment les trois plus grosses parties. Et donc, j'ai été opéré des trois par rapport à ça. Comment est-ce que tu as découvert que tu avais un truc différent des autres? J'ai eu un coup de bol, en fait. Dans mon malheur, j'étais en train de mixer en boîte. Et j'ai eu une douleur au cœur à l'époque. Je me rappelle, j'enchaînais et la boîte de nuit et le lendemain matin, je faisais le morning à la radio. Je suis allé aux urgences. Et là, je suis allé faire une écho cardiaque, mais ils avaient une écho cardiaque portable. Donc, tu sais, c'est les petites échos cardiaques. Et il m'a dit, excusez-moi, mais comme vous êtes gros, on ne voit pas trop. Donc, il faudrait que vous alliez vraiment à l'hôpital Saint-Antoine pour faire une vraie écho cardiaque. Et donc, c'est en faisant l'écho cardiaque qu'on a vu que j'avais une dissection aortique. En fait, la douleur que j'avais était une douleur qui n'avait rien à voir avec la dissection aortique. Donc, c'est là où j'ai eu de la chance. Parce que si je n'étais pas allé justement faire l'écho cardiaque, je serais sûrement pas là en ce moment. Donc j'ai été opéré genre 3 jours après. Après, ils ont commencé à me faire les tests génétiques. Et avec les gènes, ils ont vu, oui, ils ont confirmé que c'était un Marfan. Le syndrome de Marfan, c'est une maladie qui touche une certaine forme de nos tissus qui soutient nos organes, qu'on appelle le tissu conjonctif. La cause, généralement, c'est une protéine qui le compose, qu'on appelle la fibrilline 1, qui n'est plus produite correctement. Et c'est un pédiatre français du nom d'Antoine Marfan qui l'a identifié en 1896. C'est une maladie génétique qui touche environ 12 000 personnes en France, tous sexes confondus. Donc on a une visite tous les 2 ans à l'hôpital Bichat, qui est le centre Marfan de référence. Donc ils nous font toute une batterie de tests, c'est-à-dire écho cardiaque, respiration, on voit aussi une psy, une généticienne, un cardiologue, et en fait on fait tous les tests à chaque fois. Et en plus de ça, moi j'ai une consultation cardio tous les 6 mois jusqu'à la fin de ma vie. Le syndrome de Marfan dilate l'aorte, qui est l'artère qui sort du cœur pour envoyer le sang, oxygéner tous nos organes grâce à ses ramifications. C'est un peu la maman de toutes les artères, si vous voulez. Et comme la paroi est fragilisée par la dilatation, elle risque de se disséquer et de se rompre. Du coup, au premier signe, on opère en urgence. Ils m'ont fait donc une opération qui consiste en fait à mettre une valve mécanique, parce qu'on a tous une valve dans le corps qui envoie le sang aux organes. Et donc moi, la valve a tendance à s'écarter. Donc ils m'en ont mis une autre et on a le choix entre une valve mécanique ou une valve animale. La valve animale, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre des médicaments à vie. L'inconvénient, c'est qu'elle a une durée de vie limitée. Alors que la valve mécanique, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a une durée de vie illimitée, mais on doit prendre des médicaments toute sa vie. Et on entend un clic-clac dans son torse toutes les secondes. Oui, donc là, c'est pas ta montre qu'on entend en fait, c'est ça? Non. J'avais un spondylolisthésis par spondylolyse, qui est un glissement de vertèbres entre L5, donc la dernière vertèbre, et S1, le sacrum. Donc ils me l'ont remis, ils m'ont mis des vis pour tenir. C'est marrant parce que quand je fais les radios, on voit vraiment les vis et c'est impressionnant. On a l'impression de voir, tu sais, ces radios où le gars il fait « je sais pas comment cette bouteille de Perrier est arrivée dans mon cul ». Je vous jure, vraiment. Donc ça, et ils m'ont mis aussi un espèce de barbelé au milieu. Et je me suis fait opérer aussi de 2 pneumothorax. Donc qui est le poumon qui se décolle de la plèvre. La première fois que ça m'est arrivé, je me rappelle, j'étais en train de faire un ping-pong avec une fille que je voulais draguer. Donc un ping-pong, le truc classique. Ouais, le truc classique. Et je commence à jouer au ping-pong et d'un coup je fais... J'arrive vraiment plus à respirer. Et en panique parce que j'avais l'impression de m'étouffer. Donc je suis allé aux urgences et là on m'a dit pneumothorax. Donc on m'a opéré. Et moi, comme j'aime pas faire les choses à moitié, j'ai fait le deuxième 2 semaines après. Et de l'autre côté, c'est ça? L'autre côté, ouais. Et là, ce qui était cool, c'était que je me suis fait opérer le 13 juillet 1998, donc le lendemain de la Coupe du Monde.
Donc le soir de la Coupe du Monde, en fait, je l'ai regardé dans le lit d'hôpital. Il m'avait filé un médicament pour aller bien aux toilettes avant l'opération. J'ai quand même pu voir les 3 buts. Mais voilà, tous mes potes faisaient la fête dehors et moi j'étais à l'hôpital, alors j'allais me faire opérer demain. J'ai fait une petite déprime pendant 1 an quand même. J'ai eu le contre-coup, je me suis rendu compte de ce qui s'était passé. Maintenant, apprécie le quotidien, là c'est des médicaments tout le temps. Je dois vraiment vérifier d'éviter tout ce qui est infection. Je dois faire tous les 6 mois, je dois faire un détartrage des dents. Parce que c'est vrai que les dents sont un foyer d'infection. Tout comme moi j'aime bien les tatouages, c'est pas très conseillé. Mais avant de faire un tatouage, à chaque fois, je prends 3 grammes d'antibiotiques 1 heure avant. J'ai été nommé parrain de la sauce du Marfan et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me parler sur Facebook qui ont le Marfan et qui ont besoin d'être rassurés. Et j'essaye de les aider à mon niveau. Parce que c'est vrai que moi, j'avais cette angoisse au début et j'ai jamais voulu faire des réunions Marfan au début. Les 2 premières années, je me suis dit, c'est hors de question que je rencontre d'autres personnes qui ont la même maladie parce que ça m'a un peu traumatisé. Et petit à petit, j'ai commencé à y aller pour rassurer des personnes qui ne le sont pas encore, qui n'ont pas encore été opérées ou qui ont déjà été opérées. Ça me fait plaisir de le faire en fait. J'ai l'impression d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Puis il y a ton spectacle aussi. Ouais, mon spectacle. Dans la première version, j'en parlais un petit peu. Et là, j'ai carrément décidé de faire un sketch entier donc sur la maladie et sur l'opération du cœur en elle-même et comment je l'ai vécu. Et oui, c'est ma thérapie à moi. Je me suis fait opérer le 3 juin 2008 et j'ai commencé à écrire mon spectacle. Et c'est marrant parce que la première fois qu'on m'a diagnostiqué cette dissection aortique, c'était le 27 mai. Et il se trouve que la première fois de ma vie où je suis monté sur scène pour faire une scène ouverte, c'était un 27 mai. Et la première fois de ma vie où j'ai joué mon spectacle en entier, c'était un 3 juin et je me suis opéré un 3 juin. Et je ne l'ai pas fait exprès, mais je me dis, moi, je suis très signe, très jour. Et donc, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à aller sur scène pour raconter tout ça, je ne sais pas, ça m'a fait ma thérapie à moi. Et le fait aussi de partager et d'expliquer aussi cette maladie aux autres personnes, ça me fait du bien en fait d'en parler là-dessus. Oh. Les personnes atteintes du syndrome de Marfan sont généralement très grandes, mais les manifestations sont différentes d'une personne à l'autre et elles n'ont pas toutes tous les symptômes. Quand tu l'as appris, est-ce que tu te souviens de la première chose à laquelle tu as pensé? En fait, le moment où j'ai appris que j'avais le syndrome de Marfan, ça m'a rien fait parce que je me doutais que j'allais l'avoir. Je crois que c'est le jour où j'ai appris que j'allais me faire opérer du cœur. C'est ça qui m'a vraiment un peu déstabilisé. Parce que je me rappelle, ça s'est fait d'une mauvaise façon. J'étais à l'hôpital Saint-Antoine. Il y avait une interne qui m'avait fait une écho cardiaque. Et en faisant l'écho cardiaque, elle avait vraiment fait un genre... Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, je ne peux pas vous le dire. Elle était ressortie. Elle était revenue avec une autre interne. Et elle avait remontré l'écho cardiaque en mode, regarde, je l'ai découvert, quoi. C'est moi qui ai découvert ça, quoi. Et je lui ai dit, bah, dites-moi ce qu'il y a et tout. Elle m'a dit, je ne peux rien vous dire, mais je pense que vous allez vous faire opérer du cœur en urgence. Là, elle est sortie de la salle. Elle m'a laissé un quart d'heure. Moi, bien sûr, je chiale. Et je vais pour appeler ma mère, en fait, et je ne captais pas là où je faisais l'écho cardiaque à Saint-Antoine. Non, je suis resté comme ça, dans la chambre, tout seul, en mode, OK, là, je vais me faire opérer du cœur. Et après, il y a un médecin qui est venu, adorable, qui m'a expliqué tout ça gentiment. Et c'est marrant parce que je l'ai revue il n'y a pas longtemps, elle est venue à un de mes spectacles. Et ça m'a énormément touché, en fait, de la revoir parce qu'on ne se rend pas compte des fois, mais à l'hôpital, le côté humain est très important. Au-delà du côté médecine, je pense que c'est quand même très important. Et des fois, le problème, c'est que dans certains services, les gens ne se rendent pas compte, en fait, de la détresse que certains peuvent avoir et le besoin d'être rassurés. Dans la majorité des cas, le syndrome de Marfan est héréditaire, c'est-à-dire que ce sont les parents qui sont porteurs du gène et qui le transmettent à leur enfant. Mais le gène peut aussi subir une mutation spontanée, comme dans le cas de Greg. Je suis le premier de ma famille à avoir le Marfan. Okay, Prums, c'est moi. Mais par contre, si j'ai un enfant, il a une chance sur 2 de l'avoir. Donc c'est en ça, maintenant, j'essaie d'être rassuré. Moi, je suis rassuré pour moi. Maintenant, je m'inquiète pour mon futur enfant. Je veux pas qu'il ait. Je veux pas qu'il ait. Je veux pas qu'il souffre. Je veux pas qu'il vive avec ça. C'est-à-dire que s'il a le Marfan, c'est-à-dire que ce sera un médicament dès sa naissance et toute sa vie. Donc ça, je veux pas. Je suis en train de me renseigner par rapport à la génétique pour savoir quelle est la meilleure solution en fait pour le moins en souffrir en fait. Parce que mentalement et physiquement, surtout pour ma future femme, ça va être compliqué pour moi mentalement et pour elle et mentalement et physiquement. Donc j'essaie de me rassurer là-dessus. Mais moi, ça va, je suis rassuré en général sur moi. Il faut vivre avec, il faut essayer de voir le verre à moitié plein. Moi, c'est ce que j'essaie de faire pour ça. C'est bizarre parce que d'habitude, dans la vie, j'ai tendance un peu à avoir le verre à moitié vide. Mais pour la maladie, justement,
j'ai un côté plutôt positif et j'essaie de bien le prendre et je me rends compte, après c'est compliqué, hein, les maladies sont différentes, mais moi je le vis beaucoup mieux en fait depuis que je suis positif par rapport à cette maladie. Et j'essaie de voir, je me dis il y a toujours pire, il y a toujours pire à côté, donc voilà, j'essaie d'être positif et voilà, il faut être tout simplement positif et voir le verre à moitié plein. Je suis le parrain d'une assoce qui s'appelle Marfan, qui a changé de nom il n'y a pas longtemps et qui est une très bonne assoce qui s'occupe, donc voilà, il faut vraiment venir, on fait des réunions une fois par an, il faut se renseigner. Donc moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook et je vous envoie tous les liens. Mais c'est une association qui m'a beaucoup aidé, moi, qui m'a donné beaucoup d'informations, qui m'a expliqué la maladie au plus profond. Et voilà, c'est bien. Et c'est bien aussi de se réunir entre gens malades et de discuter de tout ça. En plus, si vous venez la journée, le matin, on a croissant et pain au chocolat à volonté avec du café. Donc ça, franchement, c'est cool. Et après, on a le repas qui est gratuit. Donc ça, c'est bien. Alors, rien que pour ça, moi, j'aime bien. C'est pour ça que tu vas? Ouais, en plus, les croissants sont très bons, donc entre autres. On vous mettra les liens dans la description. Et de manière générale, pour toutes les maladies, c'est vrai que comme le dit Greg, le plus important, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin et d'en parler avec des gens, de préférence des gens qui savent ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est quand même une grosse partie de l'épine qu'on se retire du pied quand on en parle avec les autres. C'est ça. Et n'en parlez surtout pas sur Doctissimo. Vraiment, faut en parler avec des gens qui connaissent. Cool. Merci Greg. Merci à toi.